Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Ce livre, issu de ma thèse de doctorat, n'aurait pu être achevé sans le concours de nombreuses personnes. Je tiens à remercier ici mon ami Patrick Hicher avec qui j'ai œuvré sur la recherche sociologique à l'origine de ce travail. Le professeur François Hénard qui m'a engagé sur cette enquête et qui m'a dirigé dans la rédaction de cette thèse. Gaël Curti pour ses recommandations théoriques et ses conseils avisés. Les membres du jury de thèse, Florence Weber, Stéphane Rossini et Olivier Voirol pour leur lecture et leurs critiques pertinentes, mes collègues et amis avec lesquels j'ai pu partager mes interrogations, en particulier Amaranta Cecchini, Hugues Jeanneret, Marc Tadorian et le professeur Olivier Crevoisier, Marilyn Suterlet de l'Institut de sociologie pour les démarches administratives liées à mon engagement au sein de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel grâce à un soutien financier du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Alain Max Guénette, professeur à la Haute École de gestion Arc, pour son accueil favorable et inconditionnel à la publication de ce travail de doctorat. Ma gratitude va également à mon épouse Juliane Rouleheim, ainsi qu'à nos enfants Selma, Milo et Thiel, pour leur soutien et leur patience. Merci aussi à ma famille et à mes amis, de m'avoir soutenu dans la réalisation de ce travail. Enfin, je suis particulièrement reconnaissant envers les personnes qui ont accepté de témoigner de leur parcours de vie avec autant de sincérité. Je leur dédie ce travail. Introduction. Ce livre est issu d'une thèse de doctorat poursuivant l'investigation du recours au travail dissimulé qu'une équipe de l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel, Hicher et Hénard, 2011, a mené de 2007 à 2010 à l'occasion de l'introduction de la nouvelle loi suisse sur le travail au noir, Conseil fédéral suisse, 2005. Face au renforcement des moyens légaux de lutte contre ce type de pratiques économiques non déclarées, la recherche entreprise visait à comprendre les circonstances et les motivations qui conduisent des personnes, bénéficiant de toutes les autorisations nécessaires pour travailler officiellement, à exercer un travail au noir. Il s'agissait ensuite d'analyser, d'une part, les démarches mises en œuvre par les individus pour accéder et organiser ces activités, et d'autre part, les apports de ces pratiques pour ceux qui s'y adonnent autant que les inconvénients pouvant les amener à y renoncer. Enfin, l'objectif principal de cette enquête consistait à saisir dans quelle mesure certaines activités rémunérées et non déclarées constituent des stratégies individuelles de lutte contre la précarité économique et la désaffiliation sociale. Parmi les observations réalisées, une des plus importantes concerne l'encastrement du travail au noir dans l'économie dite formelle. Premièrement, les modes d'organisation de ces pratiques dissimulées sont également mobilisés dans le cas d'une activité déclarée, démontrant que le travail au noir relève moins d'une économie souterraine régie par des règles qui lui seraient propres que d'un jeu avec les règles institutionnelles, respectant certaines et en contournant d'autres. Deuxièmement, cet encastrement s'observe aussi au niveau des raisons de recourir à un travail au noir qui se révèlent souvent similaires aux motivations à exercer un travail déclaré. S'il viole la loi, un travailleur au noir tend en effet à se conformer aux normes informelles en matière d'employabilité, c'est-à-dire la capacité à s'adapter aux exigences évolutives du marché du travail et à s'insérer sans cesse dans de nouveaux projets professionnels, Boltanski et Chiapello, 1999 sur 169. À partir de ces conclusions et poursuivant des investigations de l'Institut de sociologie sur la précarité économique, débutées il y a plus de 20 ans, Crevoisier, Hénard et Hicher 2007, Hénard, Nolde, Meminger et Micheloni 1990, Hénard et Plon 2000. Ce livre cherche à approfondir la question de la relation particulière aux règles institutionnelles et aux normes informelles du monde du travail contemporain qui entretiennent les personnes qui exercent un travail dissimulé. Compte tenu de l'encastrement des pratiques économiques non déclarées dans l'économie dite formelle, comment expliquer le choix d'une activité illégale telle que le travail au noir plutôt que tout autre travail officiel ? Si l'enquête à l'origine de cette thèse de doctorat rapportait une diversité de circonstances et de motivations à contourner la loi, deux constats se sont progressivement imposés à la relecture des entretiens. Tout d'abord, les récits du parcours scolaire et professionnel des personnes contiennent tous la description de déceptions ressenties vis-à-vis de l'exercice d'une formation, d'un emploi salarié,
d'une activité indépendante ou du manque de possibilités pour y accéder. Ces déceptions sont liées aux différentes contraintes qui pèsent sur les attentes personnelles en termes de satisfaction à effectuer une activité spécifique et de ressources financières procurées par cette activité pour subvenir à des besoins matériels et symboliques dans la vie privée. Toutes ces expériences désagréables sont alors ressenties comme des formes d'injustice que les personnes invoquent pour justifier l'exercice d'un travail dissimulé. S'il est toujours possible de soupçonner ces propos d'hypocrisie pour voiler un intérêt purement utilitariste à gagner davantage d'argent sur le dos de la collectivité, j'ai fait le choix de prendre ces personnes au sérieux. Or, cela ne signifie pas nécessairement considérer leurs attentes comme justes, si tant est que le sociologue puisse se prononcer sur une telle notion de justice même en la rapportant à une échelle de valeur particulière, mais d'y voir la source morale de leurs actions. Pour comprendre ce mécanisme menant du sentiment d'une injustice subie à une action visant à obtenir réparation, je m'appuie sur la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth, 2000. Se fondant sur une approche morale des conflits sociaux, l'auteur élabore une théorie critique de la société dans le but d'expliquer certains processus de transformation sociale en fonction d'exigences normatives structurellement inscrites dans la relation de reconnaissance mutuelle. Honneth, 2000/8. Dans cette perspective, la présente thèse cherche alors à vérifier dans quelle mesure le travail au noir constitue une tentative pour accéder à des attentes morales de reconnaissance d'estime sociale qui ont été déçues dans l'exercice d'une activité professionnelle ou dans l'impossibilité de pouvoir en pratiquer une. Mais il convient également d'analyser les conditions offertes par une activité économique non déclarée pour parvenir à cette reconnaissance sociale et de déterminer si celle-ci est réellement effective. En effet, malgré la légitime motivation à la reconnaissance sociale qui les anime, les travailleurs au noir n'en demeurent pas moins des auteurs d'actes illégaux, risquant pour cela des sanctions judiciaires. Ce travail de doctorat peut être qualifié d'analyse secondaire de données, dans le sens où il se base sur une recherche initiale tout en élaborant un nouveau questionnement. Plus véritablement, les interrogations qui le caractérisent poursuivent l'analyse déjà effectuée, mais elles ne bénéficient pas d'une récolte de données spécifiquement élaborées dans le but d'y répondre. Il n'en demeure pas moins que la dimension des attentes vis-à-vis de l'exercice d'une activité professionnelle traverse l'ensemble des parcours de vie relatés par les personnes rencontrées, ce qui m'amène à entreprendre malgré tout l'approche du travail dissimulé selon la perspective d'une lutte pour la reconnaissance. Toutefois, je me garde bien de généraliser mes observations à toute forme d'activité non déclarée, notamment celles exercées par les immigrés clandestins ou opérées dans d'autres contextes nationaux dans lesquels les règles institutionnelles sont différentes, en particulier au niveau du marché du travail, des mesures de protection sociale qui l'encadrent et des valeurs sociales qui le caractérisent. Bien qu'il s'agisse d'un texte rédigé individuellement, j'ai finalement opté pour l'usage de la première personne du pluriel. En effet, j'estime que cette recherche s'appuie sur une littérature sociologique et anthropologique existante ainsi que sur des données et des analyses produites en équipe. L'usage du « nous » m'évite ainsi de ne pas distinguer correctement les observations faites en groupe de celles qui me seraient personnelles. Mais surtout, ce travail ne serait rien sans le récit de vie des personnes rencontrées. Si le présent texte met en forme la narration de leurs expériences en les organisant grâce à une vue en surplomb que la position scolastique favorise, les propos relatés n'en demeurent pas moins la matière première de mes investigations comme de mes conclusions. C'est cet héritage confié à mon regard qui m'encline à user du « nous » plutôt que du « je », bien davantage que la lâcheté d'assumer mes analyses. Cette conjugaison me permet de témoigner ma gratitude envers les diverses personnes, femmes et hommes, qui ont accepté de nous dévoiler une part de leur existence comportant nombre de difficultés. Première partie, problématique générale. Bien que le contournement des règles économiques semble aussi vieux que leur apparition, l'intérêt scientifique pour la thématique de l'économie informelle prend véritablement naissance avec les préoccupations politiques liées au développement économique des pays issus de la décolonisation. Le terme d'économie informelle est utilisé pour la première fois par Guy Sartre en 1971 lors de la présentation au Bureau international du travail, BIT, de son travail ethnographique sur l'économie de rue au Ghana, Art, 1973.
Le terme est ensuite repris dès 1972 dans une visée instrumentale par le BIT dans un rapport sur la situation de l'emploi urbain au Kenya, Bureau international du travail, 1972. Le concept d'économie informelle se focalise donc d'abord sur les activités productives non déclarées des pays qualifiés en voie de développement. La notion englobe des travailleurs pauvres, exerçant un travail pénible, dont les activités économiques ne sont ni reconnues, ni enregistrées, ni protégées, ni réglementées par les pouvoirs publics. L'existence de cette économie informelle s'expliquerait notamment par l'incapacité de l'économie moderne à absorber toute la main-d'œuvre urbaine. Castel, 2007 sur 112-113. Après avoir été circonscrite à l'observation du développement économique des pays issus de la décolonisation, puis du fonctionnement économique des pays de l'ancien bloc soviétique, la recherche sur la thématique de l'économie dite informelle s'est ensuite ouverte à la compréhension du phénomène dans les pays occidentaux, Barthélemy et Hertz, 1984. La crise économique qui a frappé l'ensemble des pays occidentaux depuis la fin des années 1970 a en effet contribué à attirer l'attention des politiques sur l'importance des formes d'activité économique non déclarées officiellement, cela pour 4 raisons principalement. Gaudin et Chiret, 1984. 1. Le mouvement féministe tout d'abord, en dénonçant l'inégalité sexuelle dans la division du travail, a cherché à démontrer la nécessité des activités domestiques alors qu'elles ne sont jamais comptabilisées officiellement. Moser, 1999 sur 6, 2. Parallèlement, en revendiquant une reconnaissance de leur rôle dans la couverture des besoins sociaux, certaines associations ont mis en évidence l'importance des activités non marchandes. 3. Ensuite, l'hypothèse d'un accroissement du travail au noir en temps de crise a constitué le point d'entrée privilégié quant à l'intérêt politique porté à l'économie informelle, allant même jusqu'à réduire celle-ci au travail au noir. 4. Enfin, l'augmentation du chômage et les critiques sur le fonctionnement de l'État-providence ont contribué de façon majeure à structurer le thème de l'économie cachée dans sa globalité. Gaudin et Chiret, 1984 sur 694. Les critiques du fonctionnement de l'État-providence à partir des années 1980 et la volonté de rationaliser les dépenses publiques dans un contexte d'accroissement du chômage ont conduit les gouvernements à s'intéresser plus particulièrement au travail au noir, dans le but de le réprimer plus efficacement compte tenu des revenus que les activités relevant de cette catégorie dissimulent au fisc et aux assurances sociales. Fontaine et Weber, 2011. D'autant plus que ces pratiques non déclarées auraient tendance à augmenter en situation de crise économique. Barthélemy, 1997, Gaudin et Chiret, 1984. Le travail dissimulé atteindrait ainsi près de 5% dans des pays à haut revenu de l'OCDE, OECD 2004 sur 226, et dépasserait les 15% dans les pays d'Europe du Sud comme la Grèce et l'Italie, laquelle serait titulaire du ruban bleu de la clandestinité, Barthélemy 1997 sur 2. Même en queue de peloton, des pays de l'OCDE, la Suisse semble également connaître un accroissement du travail au noir au cours des dernières décennies. Alors que l'ampleur de l'économie souterraine aurait représenté entre 3 et 6% du produit intérieur brut, PIB, en 1987, Conseil fédéral suisse, 1987 sur 1254, elle est estimée pour L'. Année 2001 à 9,3% du PIB, soit 37 milliards de francs qui échapperaient au fisc et ne seraient pas pris en considération dans les statistiques officielles. Conseil fédéral suisse, 2002 sur 3375. La lutte contre le travail non déclaré est par conséquent devenue une des priorités des gouvernements européens. Williams, 2008, comme en témoigne l'introduction, en 2008, de la nouvelle loi suisse sur le travail au noir. Récemment, la crise des subprimes de l'automne 2008 et les difficultés économiques actuelles qu'elle a engendrées pour une frange importante de la population et pour les États fortement endettés ont encore avivé l'intérêt pour cette thématique au niveau politique et médiatique, notamment en France, Fontaine et Weber, 2011, en Grèce, en Italie ou en Espagne. Chapitre 1 – La loi sur le travail au noir en Suisse. Un rapport du gouvernement suisse datant de 1987 sur la question de l'économie souterraine visait à répondre à des interpellations politiques sur les conséquences de ces pratiques pour le fonctionnement économique du pays.
Conseil fédéral suisse, 1987. Ce rapport se penchait sur les différentes formes d'activités relevant de cette catégorie, comprenant toutes les prestations à but lucratif dont la valeur marchande est dissimulée à l'État et à la société, parmi lesquelles le travail au noir, la fraude fiscale et les activités criminelles. Conseil fédéral suisse, 1987 sur 1245. S'il constatait des perturbations causées à l'action de l'État, ce rapport concluait néanmoins à une présence relativement modeste de l'économie souterraine en Suisse, n'impliquant par conséquent pas nécessairement de mesures particulières compte tenu des instruments légaux existants. Malgré cette constatation, la question du travail au noir a repris de l'importance sur la scène politique suisse à partir de la seconde moitié des années 1990, où des interventions parlementaires ont conduit à la création d'un groupe de travail fédéral intitulé « Lutte contre le travail au noir », visant à se doter d'outils légaux plus efficaces. Ceci avait notamment pour objectif d'accompagner l'introduction des accords bilatéraux avec l'Union européenne, particulièrement pour prévenir les abus éventuels de la libre circulation des personnes acceptées en votation populaire en 2000 et mises en application en 2002. L'augmentation des contrôles à l'encontre du travail au noir était ainsi présentée comme un renforcement des mesures d'accompagnement à cette libre circulation des personnes introduites en 2004, notamment avec la perspective d'un élargissement des accords bilatéraux aux nouveaux pays de l'UE. En effet, les risques de dumping salarial en défaveur des travailleurs suisses ont incité les syndicats ouvriers à réclamer des moyens légaux de répression et de contrôle plus efficaces. Certes, plusieurs cantons, principalement francophones, s'étaient déjà dotés d'organes de surveillance, à l'instar du canton de Neuchâtel, ou disposaient de commissions regroupant des membres de l'État, du patronat, des syndicats et éventuellement d'assurance accident comme dans le canton de Vaud. Mais la pluralité d'organismes compétents, l'absence de coordination des actions et la collaboration insuffisante entre les différents organismes et autorités impliquées, Conseil fédéral suisse, 2002 sur 3387, dispersaient les forces et empêchaient de lutter efficacement à l'échelle nationale. Les discussions parlementaires ont abouti à la création de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005, ci-après LTN, date à laquelle elle a été acceptée en votation populaire Conseil fédéral suisse, 2005, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'introduction de la LTN serait justifiée en raison des conséquences négatives de ces pratiques que le gouvernement considère comme des délits non négligeables. Dans son message concernant la loi fédérale contre le travail au noir, le Conseil fédéral, 2002, considère en effet plusieurs problèmes causés par le travail au noir. En premier lieu, il engendre des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales et correspond, selon les termes employés, à un impôt sur l'honnêteté, car les recettes fiscales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de la population et par conséquent, ceux qui respectent les règles fiscales et sociales paient pour ceux qui fraudent. Conseil fédéral suisse, 2002 sur 3375. Dans le même ordre d'idées, le travail au noir consiste en une forme de concurrence déloyale puisqu'il engendre des coûts de production moindres pour les entreprises qui y recourent par rapport à celles qui se conforment aux règles en vigueur. Ces distorsions de concurrence et les inégalités de traitement qui faussent les règles du marché. Fédération genevoise des métiers du bâtiment, 1999, sont particulièrement dénoncées par les représentants du patronat. Néanmoins, il semblerait que seuls 43% des employeurs perçoivent le travail au noir comme un problème pour l'économie suisse, Abersold et Golder, 2007 sur 24, perception qui diminue en fonction de la taille de l'entreprise. Plus une société est grande, moins le travail au noir et la concurrence déloyale qu'il représente est appréhendé négativement. Le Conseil fédéral admet toutefois que le calcul de l'ampleur du travail au noir en Suisse, faisant état d'un volume de 37 milliards échappant à la taxation, présente d'importantes limites. Ce calcul repose en effet sur une estimation économique indirecte de l'économie souterraine, qui comprend également la fraude fiscale et les activités criminelles, comme l'a reconnu Peter Gasser du Secrétariat d'État à l'économie, SECO, une année après l'introduction de la LTN, Nussbaum 2009. Or, ces pratiques ne rentrent pas sous le coup de la loi. L'importance du travail au noir en Suisse n'est donc vérifiée par aucune observation directe,
notamment sur le nombre de personnes qui recourent à ce type de pratique, ne permettant pas de déterminer la hauteur des revenus dissimulés au fisc et aux assurances sociales. Selon Fortin Lacroix et Pinard 2009, l'existence d'une économie informelle et du travail au noir en particulier fausse les statistiques officielles et peut dès lors conduire à des diagnostics erronés et à des politiques inappropriées. Elle soulève aussi des enjeux d'équité et de justice sociale, puisque le manque à gagner conduit à une baisse des recettes fiscales servant à financer les biens publics et les transferts sociaux, lesquels profitent souvent aux travailleurs au noir bénéficiant eux-mêmes des prestations sociales. Enfin, elle conduit à une réaffectation des ressources vers les secteurs où il est plus facile de frauder le fisc, rénovation, garde d'enfants, etc. Le travail au noir représenterait également une menace pour la protection des travailleurs, en se soustrayant aux assurances sociales et à la prévoyance professionnelle. Cette dimension négative intéresse particulièrement les syndicats, qui dénoncent régulièrement le recours à ces pratiques dans les entreprises. Ils traquent notamment les formes de sous-traitance en cascade, dans le secteur de la construction particulièrement, qui facilitent la dissimulation des travailleurs au noir. Certaines entreprises recourent également à des mises en faillite à répétition, pour éviter de devoir payer salaires et charges sociales impayées. Le syndicat UNIA a en ce sens créé une liste noire des entreprises dans lesquelles des contrôles ont dévoilé du travail au noir, Pilet, 2009. De son côté, le Bureau international du travail 2002 recense 7 sécurités essentielles dont sont privés les acteurs de l'économie informelle. Sécurité du marché du travail, possibilité d'emploi suffisante. Sécurité de l'emploi, protection contre le licenciement arbitraire. Sécurité professionnelle, possibilité de valoriser sa profession en améliorant ses compétences. Sécurité au travail, accidents et maladies du travail. Sécurité du maintien des qualifications, formation continue. Sécurité du revenu, assurance du revenu suffisant. Sécurité de représentation, syndicat indépendant. Comme l'a montré l'enquête effectuée par notre équipe de l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel, Meischer et Hénard, 2011, sur laquelle se base cette thèse, ces différents risques sont parmi les raisons qui conduisent à régulariser ou à mettre un terme à une activité non déclarée. Aux menaces de sanctions pénales et aux mauvaises conditions de travail et de salaire sans garantie contractuelle, s'ajoutent les risques liés au manque de couvertures accidents et de protection sociale. Si l'absence d'assurance accident est particulièrement préoccupante pour les personnes rencontrées, elle est généralement palliée par la couverture afférente à un emploi déclaré, voire aux indemnités de chômage. Dès lors, un accident survenu lors d'une activité au noir pourrait être pris en charge par une assurance, même s'il fallait pour cela mentir sur le statut de l'activité, en faisant croire qu'il s'agit de bénévolat, de services rendus à un ami ou encore d'un loisir, l'occurrence de la blessure et les circonstances de l'accident. Le second risque pour lequel les personnes ont de l'inquiétude est l'absence de cotisation aux assurances sociales, en particulier l'assurance chômage, par crainte de ne pas en bénéficier suffisamment plus tard. Ce manque de sécurité, ainsi que le fait de ne pas pouvoir profiter des prestations qu'offre l'assurance chômage, ne serait-ce que les cours de perfectionnement qu'elle dispense, a convaincu plusieurs personnes de ne plus travailler au noir. Quant aux contributions à l'AVS dont la perspective d'en bénéficier se situe à plus long terme, elles constituent un sujet de préoccupation moindre tant que l'activité dissimulée reste temporaire ou complémentaire. Certains sont conscients que s'ils gagnent davantage d'argent en travaillant au noir, ils ne cotisent par contre rien pour leur avenir. D'autres considèrent à tort qu'une ou 2 années sans cotisation ne va pas les désavantager lorsqu'ils recevront leur rente. Une activité déclarée revêt un aspect déterminant, puisque c'est sur le revenu tiré de celle-ci que sont prélevées les cotisations à l'AVS. Face à cette absence de cotisation, plusieurs s'accordent pour considérer le travail au noir comme une solution transitoire ou complémentaire, Meischer et Hénard, 2011 sur 148 s. D'un point de vue éthique enfin, le Conseil fédéral considère que le travail au noir serait un facteur de désorganisation qui peut affecter la crédibilité de l'autorité publique aux yeux des contribuables et alimenter la méfiance générale à l'égard des institutions et du cadre réglementaire de l'économie formelle. Pour ces différentes raisons,
le travail au noir est source d'incertitude et de perte d'efficacité dans les échanges économiques et a une influence préjudiciable sur les performances macroéconomiques d'un pays. Conseil fédéral suisse, 2002 sur 3375. L'enquête effectuée pour le Secrétariat d'État à l'économie, SECO, par l'Institut de sondage GFS Berne, Abersold et Golder, 2007, en vue de la campagne de sensibilisation sur le travail au noir accompagnant l'introduction de la LTN montre que les conséquences néfastes pour les individus en raison de l'absence de cotisation aux assurances sociales sont davantage considérées que celles qui pèsent sur l'État, les assurances sociales et les acteurs économiques victimes de concurrence déloyale. La minimisation des effets négatifs du travail au noir exprime donc une omission du rôle de l'État en matière de nivellement des disparités sociales. Cette opinion générale est partagée par l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de cette recherche. 1. Problème de définition. Comme le remarquent les auteurs du rapport gouvernemental sur l'économie souterraine de 1987, une définition du phénomène est indispensable pour permettre ensuite de rechercher des solutions appropriées. Conseil fédéral suisse, 1987 sur 1241. En effet, selon le secrétaire général français de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, le manque de définition juridique du travail au noir commune à l'Union européenne est précisément à l'origine des difficultés de collaboration entre les États membres, Barbe, Fontaine et Weber, 2011 sur 210. Comment en effet combattre des pratiques qui ne sont pas clairement délimitées par la loi ? Quelles sont les activités inscrites précisément dans cette catégorie et lesquelles relèveraient davantage de la criminalité, ou inversement, de l'économie domestique ? Pourtant, alors même que la catégorie travail au noir est d'ordre juridique, paradoxalement, la LTN ne donne pas de définition du travail au noir sous prétexte qu'il n'existe pas à ce jour de définition juridique univoque du travail au noir. On entend généralement par travail au noir ou travail illicite une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales. Conseil fédéral suisse, 2002 sur 3374. C'est précisément la difficulté à donner une définition synthétique du travail au noir qui a donné lieu, dans le message concernant la loi fédérale contre le travail au noir, à une énumération de certaines de ces manifestations les plus évidentes, à savoir l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation du droit des étrangers. L'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires. L'emploi non déclaré exercé par un travailleur alors qu'il bénéficie de prestations de l'assurance chômage ou d'une autre assurance sociale ou privée. Les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d'une convention collective. Les travaux exécutés dans le cadre d'un rapport de travail auquel on a donné une dénomination impropre, qui a pour effet d'éluder les dispositions légales pertinentes, faux indépendants. L'emploi de travailleurs non déclarés aux autorités fiscales en violation d'une disposition légale prévoyant une telle déclaration. Les travaux exécutés par des travailleurs qui ne déclarent pas le salaire relatif aux autorités fiscales. Les travaux exécutés à titre onéreux dont la contreprestation pécuniaire n'apparaît pas dans la comptabilité et n'est pas déclarée comme elle devrait l'être en vertu des lois pertinentes. Conseil fédéral suisse, 2002 sur 3374-3375. C'est sur la base de cette énumération que le gouvernement proposait de définir le travail au noir dans la loi. Les parlementaires ont cependant écarté cette définition, l'estimant inutile, Mahon 2007. À défaut d'une définition juridique univoque du travail au noir, le gouvernement suisse se rapporte à l'acception selon laquelle le travail au noir ou travail illicite est une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales. Conseil fédéral suisse, 2002 sur 3374. Certains syndicats ont critiqué l'amalgame fait par la LTN entre travail au noir, non déclaré aux assurances sociales et aux impôts, et travail sans papier ou travail au gris, sans autorisation de travail, mais déclaré aux assurances sociales et aux impôts. Selon le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs 2007, par exemple, en incitant les assurances sociales à dénoncer les personnes dont la situation de séjour semble non conforme aux dispositions en vigueur, cette loi risque donc de pousser nombre de travailleurs sans papier, mais déclarés vers un travail au noir.
En effet, les employeurs tendront probablement à cesser de déclarer des personnes sans papier afin d'éviter d'être amendés selon la nouvelle loi sur les étrangers. La difficulté à définir précisément le travail au noir dans la LTN tient à notre avis à l'inscription de cette catégorie dans celle plus large, d'économie dite informelle, tout aussi ardue à délimiter. Selon Florence Weber, le terme d'économie informelle désigne les activités et les échanges ni mesurés, ni déclarés, qui se caractérisent par leur absence d'encadrement juridique, 2007/41. Odile Castel relève en ce sens un problème de traduction du terme informal qui, en anglais, signifie irrégularité ou sans cérémonie, et renvoie donc à l'absence de caractère officiel et pas forcément à l'absence de forme telle que le laisse suggérer le terme en français, 2007/113. C'est donc moins le manque de forme précise, production, commercialisation, financement, etc., des activités que désigne le terme d'économie informelle que l'absence d'assujettissement à une réglementation officielle qui semble important de retenir. Dès lors, le terme d'économie non officielle, proposé par Archambault et Greff, 1984, semble plus proche de la signification anglaise originelle. L'économie informelle constituerait ainsi l'écart entre l'économie officielle et la réalité économique d'un pays. Barthélemy et Hertz, 1984. Une telle définition regroupe une diversité d'activités allant de l'économie domestique d'auto-approvisionnement et la rémunération sans déclaration d'une personne pour la garde d'enfants ou le jardinage, au trafic de drogue et à l'enrôlement de tueurs à gages, en passant par l'engagement d'immigrés clandestins et le délit d'initié tel qu'il a été étudié par Hansen 2011. Cette définition, basée sur l'absence d'enregistrement de l'activité économique dans une comptabilité nationale, ne permet pas d'établir une spécificité propre à ces pratiques qui les distinguerait de celles relevant de l'économie officielle, Lautier 2003. Plusieurs auteurs ont ainsi tenté de distinguer les caractéristiques de l'une et de l'autre forme d'économie, par exemple en essayant d'identifier des règles spécifiques à l'économie informelle. Pour Arellano, Gass et Verna, formelles sont les activités obéissant aux règles établies, normales, usuelles et fondées sur une division du travail où domine le salariat. Informelles, celles manquant de régulation, anormales, inusuelles ou n'utilisant pas le salariat. 1992/42. Quant à Ambrosini, 1999, il affirme que l'économie informelle se caractérise par le fait qu'elle n'est ni réglée par les institutions de la société, ni par le marché, contrairement à l'économie formelle. Selon Joggi, 1998, une des conditions principales qui distingue l'économie formelle de l'économie informelle est celle de l'accès à l'emploi. Dans le secteur formel, l'obtention d'un emploi dépendrait en principe des qualifications que l'on est en mesure de présenter. En revanche, pour obtenir un poste dans le secteur informel, il faudrait être intégré dans un réseau où joue fortement l'interconnaissance, notamment en raison de la relative clandestinité de ces pratiques. Pour Ambrosini, l'économie irrégulière se fonde sur des réseaux de relations informelles, imprégnés d'éléments qui dépassent les rapports de travail, et impliquent des rapports amicaux, familiaux et communautaires. 1999/101. Enfin, pour Barthélemy 1997/82, l'économie informelle repose sur des rapports non marchands et fonctionne sur l'entraide, la convivialité et la tradition familiale. Un auteur comme Lautier, 1994-2003, récuse pourtant l'existence d'une économie informelle qui serait séparée de l'économie formelle tant il est impossible de les dissocier analytiquement et concrètement. Les caractéristiques données ci-dessus ne semblent pas se cantonner aux activités économiques non déclarées officiellement, notamment en ce qui concerne le respect de certaines règles et le rôle des relations sociales dans l'accès à un emploi. Pour Cusinato 2007, l'appellation donnée à un type d'économie, au noir, informelle, etc., dépend de la réponse de l'État à une activité économique non officielle. Un indépendant ne déclarant pas la totalité de son revenu rentre sous le coup de la loi sur le travail au noir, alors que les pourboires des métiers de la restauration sont largement tolérés. Dissimuler de l'argent au fisc est taxé de fraude fiscale, alors que la possibilité de déménagement vers un canton pour ses taux d'imposition attractifs est quant à elle considérée comme une saine concurrence fiscale entre cantons. Le rattachement d'une activité donnée à l'une ou l'autre de ces catégories peut varier dans le temps et dans l'espace,
et dépend ainsi du contexte juridique dans lequel elle s'opère. Autrement dit, la délimitation de l'économie informelle est relative aux règles institutionnelles concernant les activités économiques et le marché du travail. En effet, puisque le travail non déclaré se développe hors de la légalité, les définitions de l'informel n'existent que par rapport aux cadres légaux, Fontaine et Weber, 2011/20. Pour Fontaine et Weber, formel et informel ne sont donc pas des données que l'on peut étudier comme des objets avec leurs différentes propriétés, mais des construits, des relations que l'on ne peut comprendre qu'au sein des configurations qui les constituent, 2011/11. Par conséquent, si nous avons une définition étroite du travail au noir qui est fondamentalement juridique, il est indispensable de considérer l'encastrement de ces pratiques dans l'économie formelle. De manière générale, les situations où employeurs et employés s'accordent pour ne pas déclarer la totalité du salaire sont nombreuses comme nous avons pu l'observer lors de notre recherche initiale, Heim, Ischer et Hénard, 2011/120s. L'un y gagne en payant moins de charges sociales, et l'autre en ne déclarant pas la totalité de son revenu aux impôts tout en bénéficiant d'une couverture sociale minimale. L'approche fonctionnaliste aborde l'utilisation de l'économie informelle par l'économie formelle, Castel, 2007/115-116. Selon cette approche, les biens et les services sont obtenus dans l'économie informelle à un plus faible coût que dans l'économie formelle, permettant une diminution du coût de reproduction de la force de travail et donc des salaires, Moser, 1978. Chauvin et Jounin montrent aussi que le recours aux agences d'emploi intérimaires par des entreprises à Paris et à Chicago constitue un moyen d'externaliser les illégalités, puisque ces agences leur permettent de contourner nombre d'obligations légales sans enfreindre elles-mêmes la loi, autrement dit, de sous-traiter l'illégalité en faisant assumer le risque judiciaire et réputationnel à des employeurs intermédiaires. 2011/114. Selon l'expression de Moser, l'économie informelle se nourrit de l'économie formelle et la nourrit en retour. L'économie informelle est embedded dans l'économie formelle et tous les segments de cette dernière ont une partie informelle qui lui permet de se développer. 2007/137. Lazzarato estime quant à lui que l'économie informelle fait partie intégrante de l'économie, aussi bien en ce qui concerne sa capacité d'innovation et de création, que par la mobilité et la flexibilité qui caractérisent cette nouvelle force de travail. 1998-1999/1. La conception du travail au noir comme forme d'économie informelle tend donc à occulter ces inévitables imbrications avec l'économie officielle. Les entretiens conduits auprès de personnes ayant eu recours au travail dissimulé démontrent que les modes d'organisation de ces activités se confondent souvent avec ceux relatifs aux activités déclarées, Heim, Ischer et Hénard, 2011/105s. Les tactiques mises en œuvre par les personnes pour accéder à une activité au noir, ainsi que pour l'organiser et la développer, ne sont pas circonscrites au travail au noir, mais sont mobilisées dans la recherche d'autres occupations rémunératrices. En premier lieu, chaque travailleur s'appuie sur son réseau de relations interpersonnelles si celui-ci peut lui permettre d'accéder à un emploi ou à des clients. L'interconnaissance joue un rôle dans l'accès à toute forme de travail, qu'il soit déclaré ou non. Granovetter, 1982, souligne que dans la recherche d'un emploi, le réseau de relations dans lequel les individus s'inscrivent contribue à la réussite de leurs actions. Ensuite, l'engagement d'une personne tant à un poste déclaré que pour un travail au noir réside en grande partie sur la confiance envers ses aptitudes au travail. Enfin, le travail au noir permet d'accéder à une activité déclarée, non seulement grâce au réseau de relations interpersonnelles, mais également par les compétences et les expériences acquises. En effet, plusieurs personnes disent qu'œuvrer informellement est un moyen de faire ses preuves auprès d'un employeur dans l'espoir d'un engagement formel, voire d'expérimenter un mode d'organisation caractéristique de l'indépendance tout en se créant progressivement une clientèle suffisante avant de s'installer complètement. Ces exemples traduisent l'enchevêtrement du travail au noir dans l'économie formelle et la cohabitation des deux. Lautier, 1994, 2003, Moser, 1999, 2007. Afin d'affiner la compréhension de l'économie informelle, Trigilia 2002/194 distingue trois types d'économie informelle en fonction du mode de production des biens et des services, plus ou moins légal,
du type de biens et de services produits, licites ou non, et du caractère plus ou moins marchand de la production. 1. L'économie domestique ou communautaire qui ne viole pas la loi, et dont la production de biens et de services licites est destinée à l'autoconsommation familiale, ou à celle d'un groupe social plus élargi. 2. L'économie cachée ou souterraine qui viole totalement ou en partie la loi, et dont la production de biens et de services licites est assurée dans le cadre du travail non déclaré avec une intention délibérée d'évasion fiscale. 3. L'économie criminelle qui viole la loi, et dont les biens ou les services produits sont eux-mêmes illégaux. Le travail au noir se situerait dans le deuxième type d'économie informelle. En effet, la dimension rémunératrice de l'activité non déclarée telle qu'elle est spécifiée dans le projet de loi devrait écarter de la catégorie de travail au noir les activités bénévoles du premier type. Toutefois, le défraiement en contrepartie d'un service peut éventuellement rentrer sous le coup de la loi. La page internet de l'administration fédérale consacrée au travail au noir donne l'information suivante. Les coups de main entre amis ou entre voisins n'obéissent pas à des motifs financiers, mais à des valeurs de serviabilité et de complaisance. Ils ont ceci de particulier qu'aucune contre-prestation n'a été convenue, et que celui qui offre son aide n'attend aucune rétribution en retour si ce n'est une rémunération symbolique, un repas, une bouteille de vin ou une somme d'argent symbolique paie par exemple. Seco 2007. Tout est question de savoir jusqu'à quel montant une somme reste symbolique, et quand elle acquiert une valeur d'activité lucrative. La réglementation est donc imprécise à ce niveau-là. Ensuite, malgré la prise en considération du trafic d'armes et du trafic de drogue dans l'évaluation de l'ampleur du travail dissimulé, Nussbaum 2009, la loi repose également sur une distinction entre les types 2 et 3 de la classification de Triglia. Le travail au noir consiste en activités en elles-mêmes parfaitement licites, ou non délictueuses, mais tout simplement non déclarées. Il ne comprend donc pas les activités qui sont en soi clairement illicites, parce que tombant directement sous le coup de la loi pénale, et constituant de ce fait des délits ou des crimes. Cette distinction est au cœur de la définition donnée par Piguet et Loza, dans le cadre d'une recherche sur le travail non déclaré effectué par des clandestins en Suisse. Selon ces auteurs, le travail au noir serait donc toute activité professionnelle à caractère légal, mais devenant illégale en raison de sa non-déclaration aux autorités de la part des acteurs intéressés et donc de sa non-participation aux recettes fiscales et aux cotisations sociales. 2002/13. Or, pour Mahon, cette distinction est d'une part floue dans la mesure où le rattachement d'une activité donnée à l'une ou l'autre des catégories peut varier dans le temps et dans l'espace, mais d'autre part, elle est surtout trompeuse puisque toutes les activités de l'économie souterraine rémunérées, indépendamment de la catégorie à laquelle elles appartiennent, sont illégales. Et même si la gravité de leur illégalité, et donc les peines qu'elles peuvent se voir attribuer, n'est peut-être pas la même, il n'en demeure pas moins que les activités en soi licites, mais non déclarées sont d'un strict point de vue juridique, tout aussi illégales que les activités délictuelles. Mahon 2007/97. Par conséquent, la LTN repose sur une acception du travail au noir qui est relativement ambiguë. Mais ce n'est pas là son seul défaut. 2. Favoriser la régularisation par la répression. La focalisation de la loi sur les activités en soi licites, mais non déclarées, s'explique par la volonté du gouvernement, non pas de réprimer l'activité en tant que telle, puisque celle-ci n'est pas nécessairement nuisible, voire même est utile socialement et économiquement, mais bien de la rendre légale, de la légaliser, ce qui suppose d'abord de lui enlever son caractère occulte, non déclaré, puis d'assurer par là son assujettissement aux législations qui la concernent, législation sociale, législation fiscale, etc. Mahon, 2007/98. Cette visée instrumentale est caractéristique des relations qu'ont toujours entretenues, depuis les années 1970, les recherches scientifiques sur l'économie informelle et les politiques publiques de lutte contre la pauvreté. À travers une série de critères visant à distinguer les activités relevant de l'économie informelle, de celles relevant de l'économie formelle et de l'économie traditionnelle, l'objectif des travaux scientifiques est de déceler quelles activités non déclarées peuvent atteindre un niveau d'accumulation suffisant pour réussir à intégrer l'économie officielle. Castel, 2007/116-117.
Il s'agit donc moins de combattre ces pratiques que de favoriser leur insertion dans le secteur formel, notamment par le biais de crédits ou de moyens matériels. Le succès escompté n'est toutefois pas obtenu, principalement parce que les programmes d'aide ne prennent pas en compte la totalité des activités non déclarées, Moser, 1999 sur 32-33. Les travaux des années 1980 se sont ensuite focalisés sur les relations entre l'économie informelle et l'économie formelle, avec pour angle d'approche les questions de lien entre les deux économies au niveau des flux de main-d'œuvre entre elles et des relations de concurrence, de sous-traitance ou d'exploitation. L'objectif est de déceler quelles activités informelles pourraient incorporer l'économie formelle avec l'appui de politiques publiques ciblées. Castel, 2007 sur 117. Selon Moser, 1999, des experts de l'UNICEF notamment voient alors dans l'informalité économique une sorte de filet de sécurité sociale. La flexibilité des activités informelles, leur adaptabilité aux fluctuations conjoncturelles serait un atout pour les personnes en situation de précarité qui, en y recourant pour pallier l'absence d'un travail officiellement déclaré ou d'un système de protection sociale, se verraient ainsi assurées d'une subsistance. Néanmoins, force est de constater que l'accroissement des activités informelles n'arrive pas pour autant à compenser les pertes d'emplois dues aux difficultés économiques. Lautier, 1994. Les années 1990 ont connu des travaux cherchant à déterminer les moyens que les pouvoirs publics pourraient mettre en œuvre pour soutenir l'économie informelle dans ses fonctions sociales, son potentiel de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Même si des programmes comme la Banque des pauvres et la microfinance rencontrent un certain succès, les résultats sont souvent décevants. Moser, 1999, ne serait-ce que parce que l'économie informelle ne se réduit pas à des activités marchandes qu'il conviendrait simplement de régulariser. La recherche menée par l'équipe de l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel, Haim, Ischer et Hénard, 2011, s'inscrit dans cette perspective instrumentale puisqu'elle pose la question du travail dissimulé comme éventuelle alternative à la précarité économique et à l'exclusion du marché du travail. En nous intéressant aux motivations conduisant à recourir à des activités rémunérées non déclarées, nous avons tenté de porter un regard critique sur la loi sur le travail au noir tout en élaborant des propositions pour lutter plus efficacement contre ces pratiques, en nous concentrant notamment sur ses causes. Partant du constat selon lequel le point faible de la lutte contre le travail au noir résidait moins dans un manque de dispositions légales que dans leur application au niveau cantonal, le rapport du groupe de travail gouvernemental sur L'. Économie souterraine, Conseil fédéral suisse, 1987, a conduit à un projet de loi Conseil fédéral suisse 2002, comportant 4 mesures avec un accent clairement mis sur la répression, Conseil fédéral suisse 2005. 1. Une simplification administrative en matière d'assurance sociale et d'impôts par l'introduction d'une procédure de décompte simplifiée pour les activités dépendantes mineures, moins de 18 900 francs par année, temporaire ou de portée très limitée. 2. L'obligation faite au canton de désigner un organe de contrôle cantonal disposant de compétences de contrôle renforcées. 3. L'obligation faite aux organes et autorités concernés de se communiquer les uns aux autres les résultats des contrôles effectués auprès des employeurs. 4. L'introduction de sanctions renforcées, à savoir l'exclusion des marchés publics et la suppression d'aides financières publiques. Pourtant, le rapport gouvernemental de 1987 n'entrevoyait pas la nécessité d'aggraver les sanctions ou de prévoir des contrôles supplémentaires en arguant que l'efficacité de telles méthodes était douteuse puisque le traitement des symptômes est inefficace, et qu'il faut viser les racines du mal, 1987 sur 1286. Si l'introduction de la LTN vise à répondre à l'apparente augmentation du travail au noir, force est de constater que les mesures légales qu'elle comporte vont à l'opposé des recommandations du précédent rapport. En effet, pour 3 mesures répressives, seule une mesure est incitative tout en restant de faible portée puisque ne concernant que les revenus de moins de 18 900 francs par année. La procédure de simplification administrative contenue dans la loi doit précisément inciter les employeurs à déclarer leurs employés, même s'ils ne les occupent que très partiellement et ou temporairement et pour une rémunération de faible montant. Cette mesure a été préférée au système de chèque emploi par l'Office fédéral des assurances sociales,
OFAS. Les cantons romans Genève, Jura, Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud se sont par contre dotés d'un système de chèque-emploi afin d'offrir des conditions cadres nécessaires pour faciliter la tâche des employeurs occasionnels, en particulier pour qu'ils s'affilient aux assurances sociales obligatoires et par conséquent enrayer le recours au travail dissimulé. Cette volonté part du constat qu'un certain nombre de personnes renonçaient à faire les démarches nécessaires par méconnaissance, mais également sans doute en raison de leur complexité. Travail au clair TAC, une institution neuchâteloise qui se charge des chèques-emploi, baptisée Tic et Tac, a été inaugurée le 1er janvier 2005. Elle offre une prestation de fiduciaire effectuant toutes les démarches administratives pour les personnes souhaitant engager quelqu'un dans un des 5 domaines suivants: ménage, garde d'enfants, garde malade, soutien scolaire et jardinage occasionnel. Ces 5 activités sont dans des catégories de risques équivalentes pour la SUVA, la plus grande assurance accident obligatoire de Suisse, d'où un taux unique de cotisation, et ne sont pas régies par des conventions collectives de travail. La nouvelle loi sur le travail au noir s'est accompagnée d'une campagne d'information sur les effets néfastes du travail au noir sur la base d'une étude sur la perception du travail au noir parmi la population suisse, Abersold et Golder, 2007. Intitulée « Pas de travail au noir. Tout le monde y gagne », elle a été déclinée sous la forme d'un site internet et d'affiches noires comprenant des slogans chocs en orange tels que « Perte sèche pour l'AVS »,« Les milliards du travail au noir »,« Économie pour l'un, précarité pour l'autre »,« Paye au noir égale déboire »,« En tombant de l'arbre, le jardinier peut faire un gros trou dans le budget » ou encore « L'argent au noir sent mauvais ». Seco 2007. En résumé, alors que la loi cherche la régularisation d'activités économiques non criminelles, mais simplement illégales par leur absence de déclaration légale, l'accent est clairement mis sur la répression. La mesure incitative demeure de portée minime, et les mesures informatives réalisées en parallèle à l'introduction de la loi se résument à des propos menaçants sur des affiches. Mais la faiblesse principale de cette loi est, selon nous, d'omettre les causes d'un recours au travail dissimulé, voire de s'en désintéresser totalement. Or, édicter une loi à l'encontre de certaines pratiques économiques sans en examiner les raisons interroge sur l'adéquation des moyens mis en œuvre par rapport aux fins énoncées. Chapitre 2. Les raisons d'un recours au travail dissimulé. L'omission par le législateur des causes du recours au travail dissimulé nous a conduit, dans le cadre de la recherche citée ci-dessus, Haim, Ischer et Hénard, 2011, à analyser les motivations énoncées par les personnes rencontrées. Avant de présenter ces résultats, il convient de revenir sur certaines explications scientifiques des raisons du travail au noir et de l'économie informelle dans son ensemble. Si l'économie informelle regroupe les activités économiques violant les règles en vigueur dans un contexte juridique donné, alors ce type de pratique a certainement toujours existé, Lautier 2006. Elles apparaissent dès les premières tentatives d'organiser socialement les échanges marchands par l'intermédiaire d'institutions plus ou moins contraignantes et régies par une autorité centrale, Fortin 2002/2. Dans son Histoire des marchés noirs, Cédillo 1985, rapporte par exemple que la fraude fiscale était pratiquée dans la Chine ancienne 10 000 ans avant notre ère. Enfin, les vendeurs de rue ou les ateliers artisanaux dans l'Europe du XIXe siècle doivent également être compris dans cette catégorie même si elles n'existaient pas à proprement parler. En 1987, les auteurs du rapport sur l'économie souterraine en Suisse, Conseil fédéral suisse, 1987, distinguent 2 facteurs de recours à des pratiques économiques relevant du travail au noir. Premièrement, ils mentionnent des attraits économiques qui se traduiraient par de meilleurs salaires dus à la réduction des coûts en l'absence de cotisations sociales, de prescriptions de sécurité ou encore de temps de travail limité. Deuxièmement, ils signalent les points de vue personnels des citoyens vis-à-vis de l'État, notamment par rapport au caractère raisonnable des prélèvements qui doivent être considérés comme équitables par les contribuables, Conseil fédéral suisse, 1987/1252. En outre, le comportement des autorités communales, cantonales et fédérales peut contribuer à limiter l'intérêt envers l'économie souterraine en évitant les réglementations peu utiles et les tracasseries administratives. Toutefois, compte tenu du niveau de bien-être atteint en Suisse et la satisfaction des besoins fondamentaux de l'individu comme la nourriture et le logement,
Le rapport gouvernemental remarque que le citoyen devrait être plus volontiers disposé à fournir à l'État les moyens dont il a besoin pour fournir les biens publics et les compensations sociales. Dès lors et jusqu'à un certain point, le passage à l'économie souterraine doit toujours être considéré comme l'expression d'un égocentrisme relativement prononcé. Conseil fédéral suisse, 1987/1253. Barthélemy et Hertz vont même jusqu'à considérer le recours à l'économie souterraine comme le révélateur du repli des individus dans la sphère privée, du renforcement d'une société toujours plus antisociale, du rejet des appels à la solidarité et du fait que les contacts humains deviennent de plus en plus sinistres et tristes. Ils ajoutent que dans ce contexte particulier, tromper les autorités est perçu de moins en moins comme une faute et de plus en plus comme un signe d'habileté et d'esprit d'entreprise. 1984/143. Par conséquent et sauf en cas de retrait du marché du travail en cas de récession qui expliquerait le recours au travail au noir, les auteurs du rapport du gouvernement suisse admettent une liberté de choix de l'individu. Néanmoins, ils concluent à l'époque à un taux de travail au noir qui ne justifie pas de renforcement législatif des mesures déjà existantes. Mais depuis les années 1990 et les crises économiques qui ont émaillé les pays occidentaux, on s'accorde pour parler d'une crise profonde de la société salariale, Castel, 1995. Alors que le statut de salarié avec son lot de protection socio-économique était successivement devenu le sort social de la grande majorité des membres de nos sociétés modernes, Schultes, 2001/13, il est remis en question par le néolibéralisme au nom de l'efficacité économique. La fonction intégratrice du salariat aurait ainsi tendance à s'éroder sous l'évolution de l'organisation capitaliste du travail, en ouvrant la porte à des formes de pauvreté laborieuse qui avaient progressivement été éradiquées par l'instauration de droits sociaux, Castel, 1995. La tendance à la flexibilisation dans l'organisation du travail depuis la fin des années 1980 transforme en effet de manière significative les conditions de travail, souvent en les précarisant. Tout d'abord, la flexibilité externe visant à ajuster les coûts d'investissement et la masse salariale aux variations du marché, Boltanski et Chiapello, 1999/21, engendre un recours important à la sous-traitance auprès de travailleurs indépendants et l'utilisation de travailleurs intérimaires ou à temps partiel. Ces pratiques impliquent une grande disparité salariale parmi ces diverses catégories de travailleurs, mais aussi au niveau des protections sociales relatives à leur statut. Ces statuts professionnels précaires en augmentation ne remplissent plus entièrement leur rôle d'intégration sociale et économique, notamment par l'obtention d'un revenu insuffisant. Les causes majeures du recours grandissant au travail au noir résideraient par conséquent dans les difficultés rencontrées par certaines catégories de la population, surtout celles porteuses de handicap à l'employabilité, manque de formation, origine étrangère, indisponibilité familiale, etc., à s'insérer dans le monde du travail ou subvenir totalement à leurs besoins sans recourir à des prestations sociales. Si les activités économiques non déclarées se développent tout particulièrement dans des périodes de relatives incertitudes comme lors de crises économiques engendrant des pénuries d'emplois, et agissent alors comme un amortisseur conjoncturel, Rosanvallon, 1980, les transformations structurelles du marché du travail concourent également à l'augmentation du travail au noir. Celui-ci fonctionne en effet comme un refuge pour pallier le processus de sélection opéré par l'économie néolibérale, Pogam, 1993. Ce tri de plus en plus compétitif a pour conséquence un accroissement du risque d'instabilité professionnelle et donc de difficultés économiques, que l'État social a pour mission de contenir. Néanmoins, malgré la diversité des prestations et des assurances sociales, toutes les situations de précarité ne peuvent être maîtrisées, en particulier au niveau de la pauvreté laborieuse, ne serait-ce qu'en raison des réglementations et des moyens disponibles. Une étude du Programme national de recherche 45 états social consacré aux pauvretés cachées en Suisse, Rossini 2002, Rossini et Favre-Boda, 2004, démontre en effet que des populations désavantagées et précarisées par l'évolution du système économique deviennent des oubliés de la protection sociale, parce qu'ils ne rentrent pas dans les catégories de pauvres définies par le ciblage des prestations. Ces individus confrontés à ces difficultés professionnelles et économiques et ne bénéficiant pas de prestations étatiques,
cherchent éventuellement à améliorer leurs conditions en recourant à des activités économiques non déclarées comme le travail au noir et certaines formes d'aide rapprochées qui s'inscrivent dans une économie de proximité, souvent non monétaire. Cérézuel, 1996. Selon Odile Castel, 2007, la thèse marginaliste inspirée du courant structuraliste considère en ce sens l'économie informelle comme un secteur parasitaire puisqu'il représente le segment du marché du travail le moins productif et aux rémunérations les plus faibles, employant une main-d'œuvre qui n'a pas ou plus accès à l'économie formelle. Dans cette perspective, l'économie informelle est vouée à disparaître avec la croissance de l'économie formelle qui absorbe la main-d'œuvre de la première, Tocquemann, 1990. Les analyses socio-économiques, de Fourny, Favreau et Laville, 1998, voient quant à elles certaines activités de l'économie informelle comme le résultat d'un comportement économique non capitaliste fondé sur la réciprocité et la redistribution. C'est principalement le cas d'initiatives locales qui utilisent des ressources marchandes, non marchandes et non monétaires. S'inscrivant dans ce type d'approche, Odile Castel propose quant à elle le terme d'économie populaire pour faire référence aux activités développées par ceux qui sont exclus du monde du travail salarié et par les travailleurs qui, à cause de bas salaires, cherchent dans le travail indépendant un complément de leurs revenus. 2007/120. L'économie populaire serait donc la réponse des démunis devant leur mise à l'écart du marché du travail officiel et devant le chômage structurel. Ils organisent par conséquent leur activité individuellement ou en association, en comptant sur leur propre force de travail. Castel, 2007/122. Crescieno, 2007. Recours au concept de self-reliance, Galtung, O'Brien et Presswerk, 1980. Pour décrire les stratégies de survie économique permettant à l'individu de gagner une autonomie relative en faisant appel à des ressources fournies par la famille, la communauté, la fédération de village ou le groupe ethnique. Grâce à la débrouille et l'ingéniosité, il parvient à pallier les conséquences d'une pénurie particulière, le travail rémunéré par exemple, en ayant recours aux liens de solidarité communautaire. Bien que ces stratégies de survie produisent davantage de liens sociaux que de biens économiques, il n'en demeure pas moins que les personnes en difficulté économique parviennent par ce biais à maintenir leur affiliation sociale. En outre, ces activités informelles peuvent même trouver une justification sociale, puisqu'elles confèrent à certains individus un rôle au sein de la société. La recherche que nous avons menée avec une équipe de l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel, Haim, Ischer et Hénard, 2011, avait pour but d'analyser dans quelle mesure le recours au travail au noir pouvait être une alternative, éventuellement contrainte, à la précarité économique, à la désinsertion du monde du travail et partant à la désaffiliation sociale. La récolte d'informations a consisté en des entretiens semi-directifs avec des personnes travaillant ou ayant travaillé au noir sans déclarer tout ou partie des revenus découlant de leurs activités. Malgré l'absence de représentativité des personnes rencontrées, force nous a été de constater une récurrence de parcours familiaux, scolaires et professionnels chaotiques. Certes d'intensité variable, ces itinéraires individuels se sont traduits, à un moment ou à un autre, par une instabilité professionnelle et économique caractérisée par des revenus modestes, une multiplication d'activités, dont certaines précisément non déclarées, ou la dépendance à des prestations sociales de façon complémentaire ou complète, assurance chômage, assurance invalidité, aide sociale. Si certaines de ces situations peuvent être qualifiées de pauvreté laborieuse, la totalité d'entre elles engendre une insatisfaction vis-à-vis du monde du travail. Nous avons donc constaté que le recours au travail dissimulé est tout d'abord motivé par l'amélioration de conditions économiques précaires en complétant le revenu d'un poste de travail officiel ou de prestations sociales, parfois trop modeste pour vivre sans avoir à contracter des emprunts ou insuffisants pour accéder à un niveau de vie jugé décent. Mais outre cette dimension financière, le travail au noir est également motivé par le souhait de maintenir une estime de soi dans un contexte d'incertitude professionnelle grandissante en exerçant une activité qui réponde à une vocation personnelle, même si celle-ci s'avère non déclarée, en développant des compétences pour améliorer son employabilité dans l'espoir d'obtenir un futur poste de travail, en demeurant simplement actif dans le monde du travail ou encore en évitant le stigmate de la dépendance à des prestations sociales. Par conséquent,
l'enchevêtrement du travail au noir et de l'économie formelle que nous avons constaté à propos des modes d'organisation des personnes rencontrées s'avère également valable pour leur motivation. Le travail au noir est perçu avant tout comme du travail valorisé socialement et un moyen d'accéder à un revenu. Pour ces raisons, nous ne pouvons également réduire le travail dissimulé à la seule fraude. En effet, frauder le fisc et les assurances sociales semble moins provenir d'une intention de s'enrichir que d'une condition inhérente au travail non déclaré. À cela s'ajoute que la violation des législations sur le travail relève souvent d'une méconnaissance des lois, même si les efforts pour la pallier sont rarement entrepris par les travailleurs au noir. En outre, si la dissimulation d'un revenu au fisc et aux assurances sociales n'apparaît pas comme une motivation prioritaire, elle est justifiée par les personnes rencontrées qui dénoncent un fonctionnement de l'État social jugé contraignant, absurde, voire même injuste. Travailler au noir en ne déclarant pas certaines activités, certaines heures de travail ou certains salariés, serait manifester de la méfiance envers l'État. Weber 2008 sur 8-9. La compréhension du travail au noir nécessite par conséquent l'investigation du rapport que ceux qui le pratiquent entretiennent avec le droit, les règles formelles et plus globalement l'État. Lautier 1994, Moser 1999. 1. Un rapport particulier aux règles. Certains auteurs, avec comme tête de file Hernando de Soto, 1994, s'inspirent de l'approche économique néoclassique pour considérer l'économie informelle comme la réalisation idéale du projet néolibéral, traduite par le développement d'une concurrence pure et parfaite que les multiples entraves créées par l'État empêchent d'atteindre. L'économie informelle se déploierait à la marge des règles formelles du droit, afin de contourner les contraintes que constituent le protectionnisme, les mesures légales, la bureaucratie excessive ou encore la rigidité des salaires. Selon cette approche, les coûts de transaction, les lourdeurs fiscales et administratives, les lois ne s'ajustant pas aux besoins d'une société dirigent de nombreux agents vers l'économie non officielle. Arellano, Gass et Verna, 1992 sur 43. L'économie informelle pourrait en ce sens se parer d'une rationalité économique vertueuse lorsqu'elle remédie à l'irrationalité de l'administration. Certaines activités souterraines peuvent être bénéfiques à l'ensemble de la société lorsqu'elles permettent aux individus de contourner une réglementation inefficace du point de vue économique, ou des taux de taxation imposant une pression fiscale excessive. Fortin, Lacroix et Pinard 2009 sur 1258. Sans souscrire à ce point au point de vue libéral selon lequel toute ingérence publique dans le libre jeu du marché engendre systématiquement des pratiques tentant de s'y soustraire, Porte, 1994, estime toutefois que l'excès de réglementation contribue effectivement au développement de pratiques économiques non déclarées. Pour expliquer l'augmentation de ce genre de violation des règles, Mignonnet rappelle que le processus de modernisation est un processus de formalisation qui s'accompagne ou engendre inévitablement de l'informalité. Par conséquent, pour Mahon 2007, l'accroissement des réglementations risque de se traduire par une plus grande rigidité dans l'application des règles relatives au droit du travail, à laquelle les acteurs répondront par de nouvelles formes de contournement. Dans une perspective institutionnaliste de l'économie informelle, Crevoisier, 2007, rappelle l'inscription de toute activité dans le cadre de règles. Dans une posture critique vis-à-vis de la tradition néoclassique et en particulier du concept d'homo economicus, la proposition centrale de l'approche institutionnaliste est qu'aucune économie ne peut fonctionner en l'absence d'un cadre institutionnel adéquat. Une économie politique institutionnaliste considère ainsi que les institutions économiques sont étroitement enchevêtrées avec des normes politiques, juridiques, sociales et éthiques, et qu'elles doivent toutes être étudiées et pensées en même temps. Cahier de 007A, 38 à 39, souligné par l'auteur. Par conséquent, ces aspects omniprésents de la règle supposent que l'informalité de certaines activités ne renvoie pas à l'absence de règles, mais bien au fait que les règles utilisées ne sont pas celles prônées par une certaine autorité. Crevoisier 2007 sur 204-205. L'économie informelle et donc le travail au noir sont justement caractérisés par leur instabilité, leur rapport ambigu aux règles et aux instances qui les imposent. L'illégalité du travail dissimulé ne se situe en effet pas dans le type d'activité en tant que telle, mais dans la violation des règles du jeu économique imposées par l'État,
en l'occurrence par la dissimulation d'un revenu au fisc et aux assurances sociales, ainsi que par la violation des lois relatives au respect de la concurrence. Autrement dit, le travail non déclaré traduirait une instrumentalisation des règles institutionnelles établies par l'autorité étatique. Dans sa volonté de comprendre le fonctionnement de l'économie post-soviétique en Russie, Ledeneva 2006 y observe le rôle des pratiques informelles telles que les diverses formes de corruption. En se focalisant sur la capacité des joueurs à manipuler les règles, elle insiste pour opérer une distinction entre les pratiques, avec leur focalisation sur les stratégies des acteurs structurés par des règles, et les institutions en tant que règles du jeu en tant que telles. Ledeneva reprend en ce sens l'approche néo-institutionnaliste de North, 1990, qui a révolutionné la compréhension des structures institutionnelles en accordant une importance égale aux règles écrites et aux normes informelles telles que les croyances et les normes de comportement. La dichotomie formelle-informelle est en effet définie, dans les approches institutionnalistes classiques, par la séparation entre les règles formelles, incluses dans le système juridique, codifiées et appliquées par les organisations, et les contraintes informelles, qui ne sont pas incluses dans les codes de loi tout en étant observées dans le cadre de relations interpersonnelles. Rompant avec cette approche, North place les contraintes informelles et formelles sur un continuum allant d'une part, des codes de conduite, des normes de comportement et des conventions jusqu'à d'autre part, les règles formelles telles que les constitutions, les lois et autres régulations gouvernementales. Il y a continuum et non dichotomie, car les unes et les autres sont en interaction. Dès lors, Ledeneva 2006/38 définit les pratiques informelles comme les stratégies habituelles des acteurs pour manipuler et ou exploiter des règles formelles en recourant à des normes informelles, traditions, codes de comportement, coutumes, et à des relations interpersonnelles. De telles stratégies impliquent le lien entre les règles formelles et les normes informelles, ou la navigation entre ces contraintes en suivant certaines et en violant d'autres. Car si le but des règles est de définir comment jouer au jeu, l'objectif de l'acteur, par le recours à cet ensemble de règles, serait de gagner le jeu en combinant habileté, stratégie et coordination, tout en respectant ou en contournant les règles si cela s'avère utile. L'établissement et l'application de règles formelles au niveau des activités économiques officielles ont donc une influence sur le travail non officiel. En effet, ces règles institutionnelles créent une limite entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, Crevoisier 2007/206, limite que les acteurs économiques vont éventuellement transgresser pour parvenir à leur fin. L'exemple des sociétés post-soviétiques est ici probant, Gradeva 2009, Ledeneva 2006, Roska 2007. Par exemple, à la chute de l'Empire soviétique en 1991, la Moldavie a adhéré aux prescriptions du consensus de Washington promu par les institutions internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. La crise économique qui a accompagné la décennie 1990 s'est accompagnée d'une hausse de l'économie non officielle favorisée par l'existence de règles informelles héritées du passé soviétique, qui perdurent au changement de régime, et de règles formelles nouvelles. Roska montre que la rigidité du régime de réglementation de l'activité entrepreneuriale, l'inefficacité du système de protection sociale, tout autant que la faiblesse des revenus a favorisé l'expansion, voire la légitimation du travail informel en Moldavie, 2007/11. Devant l'intervention exagérée de l'État dans les affaires publiques, autorisations, patentes, etc., il y a une certaine primauté des règles informelles sur les règles formelles. Par exemple, dans le secteur marchand, les acteurs doivent respecter un code déontologique informel fondé sur une sorte de solidarité entre commerçants au risque d'être rejetés du marché. La crise économique qui a frappé les pays occidentaux depuis la deuxième moitié des années 1970 a certainement contribué à l'accroissement du travail au noir, mais c'est surtout la réponse de l'État vis-à-vis de ces pratiques qui a radicalement changé à partir des années 1990. C'est particulièrement le cas de la France qui a vu se développer un chômage massif et où le travail au noir est passé de l'aménagement d'une niche de viabilité, c'est-à-dire le fait que des salariés stables amélioraient leur ordinaire grâce à des formes d'économie non officielle, à des activités qui se situent à présent du côté de l'économie de survie. Weber 2008/25.
Weber donne l'exemple d'une région industrielle de Bourgogne, où les ouvriers hommes développaient en marge de leur travail salarié des pratiques économiques non officielles d'une grande variété, leur apportant des rapports de sociabilité masculine et un complément de salaire. À partir des années 1990, alors que ces activités étaient auparavant largement tolérées par l'administration et les entreprises, l'auteur a observé le renforcement des contrôles. Avec l'augmentation du chômage et la rigidification de l'accès aux prestations sociales, ces activités informelles sont passées d'une forme de travail à côté à du travail au noir, parfois à plein temps. Miller, 1987, démontre que des politiques d'austérité dans les domaines de l'action sociale, qui se traduisent par l'instauration de règles plus contraignantes pour accéder aux aides et assurances sociales, sont à l'origine de l'augmentation des formes d'économie informelle telles que l'autoproduction ou le travail dissimulé. Ce dernier occupe une place particulière puisqu'il s'opère en dehors des lois régissant le marché du travail et engendre des gains qui sont soustraits à l'impôt et aux cotisations sociales, ce qui contrarie l'État et les assurances sociales dans un contexte de rationalisation des dépenses. La répression du travail au noir, qui s'inscrit dans une tendance plus générale de rationalisation des politiques publiques, Haim, Ischer, Hénard et Curti 2010, renforce encore la méfiance des travailleurs au noir envers l'État et les conforte quant à la légitimité de leurs pratiques. 2. Le travail dissimulé comme tactique. Les approches institutionnalistes laissent généralement supposer un rapport instrumental aux règles caractérisé par l'usage de celles-ci, violation, détournement, respect, pour atteindre un but, en l'occurrence d'ordre économique. Cette instrumentalisation des règles dans le cadre de pratiques économiques rémunérées non déclarées s'expliquerait donc en grande partie par l'irrationalité de certaines règles institutionnelles, et qu'il serait par conséquent nécessaire de contourner. Le Deneva 2006 montre à travers l'exemple de la corruption Blatt que celle-ci trouve son origine dans le conflit entre des règles formelles et des contraintes informelles. Or, selon elle, cette tension est résolue par les acteurs grâce à leur sens pratique, Bourdieu 1980. Notion qui renvoie à la capacité des acteurs, ou des agents selon la terminologie bourdieusienne, à jouer le jeu, à maîtriser de façon pratique la logique du jeu, aptitude qui proviendrait moins d'une réflexion consciente que de dispositions inconscientes incorporées sous forme d'habitus. En effet, pour Bourdieu, l'habitus est au principe de ces enchaînements de coups qui sont objectivement organisés comme des stratégies sans être le produit d'une véritable intention stratégique, 1980 sur 103-104. Bourdieu réfute par conséquent l'idée d'un calcul économique rationnel, car il faudrait pour cela avoir connaissance de toutes les occasions potentielles parmi lesquelles choisir pour agir. Les entretiens que nous avons menés montrent en effet que le travail au noir ne s'opère pas toujours selon un choix stratégique, mais davantage par opportunité d'obtention d'un travail rémunérateur dont les conditions s'avèrent finalement ne pas être légales. Selon Moser, si des personnes exercent des pratiques économiques informelles, c'est qu'il y a une demande préexistante à laquelle le marché du travail officiel ne répond pas. Le travail dissimulé relèverait donc moins d'une intention que de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.